On va poursuivre l'exploration du printemps de l'économie sur l'exploration de la question du travail, en parlant cette fois de l'absence de travail, c'est-à-dire, je ne vous l'apprendrai pas, c'est le chômage, sous un angle un peu particulier, son évaluation statistique. Alors certains d'entre vous sont peut-être un peu jeunes encore pour s'en souvenir, mais le quinquennat de François Hollande a été rythmé par la publication mensuelle des chiffres du chômage, en attendant une hypothétique inversion de la courbe qui a tardé à se manifester. Depuis 2018, ces statistiques ne sont plus publiées tous les mois, mais tous les trimestres. Alors, il n'est pas interdit de penser qu'Emmanuel Macron a voulu s'épargner ce calvaire mensuel. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que les statistiques de l'emploi sont par nature volatiles, elles sont très liées à la conjoncture et qu'il valait mieux s'intéresser aux tendances qu'aux soubresauts conjoncturels. Et puis, alors, parallèlement à cette décision, au cours des 10 dernières années, un écart de près d'1 million de personnes s'est creusé entre les statistiques de Pôle emploi et les statistiques de l'INSEE. Fin 2018, Pôle emploi comptabilisait 3 420 000 demandeurs d'emploi contre, j'ai envie de dire, seulement 2 470 000 pour l'INSEE. Alors pourquoi? Est-ce qu'on veut nous cacher des choses sur un sujet aussi sensible que l'emploi et le chômage? La question des chiffres, de leur fiabilité, de la confiance dans laquelle on peut leur porter et de leur interprétation, il est important de se poser cette question-là. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de l'heure qui vient avec Timothée Gidouin, fondateur de Datagora, plateforme réunissant différents producteurs de données statistiques, qui a été créée l'an passé pour enrichir le débat public. Vincent Grimaud, vous êtes mis n'importe comment les enfants. Vous êtes journaliste et community manager d'Alternative économique. Vladimir Passeron, chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à la direction des statistiques démographiques et sociales de l'INSEE. Et enfin, Marion Selz, vous êtes présidente du groupe Statistiques et Enjeux publics de la Société française de statistiques. On va commencer avec vous, Marion Selz, parce que pour parler d'indépendance et de qualité des chiffres, il est bon de revenir à la source du texte fondateur de la statistique publique. C'est la loi du 5 juin 51, qui ne parlait pas encore d'indépendance et de fiabilité. Ces notions sont apparues par la suite. À quel moment? Pourquoi? Racontez-nous. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis impressionnée de parler devant une assistance aussi nombreuse. Je parlerai que de statistiques publiques parce que c'est principalement elle qui établit les chiffres du travail et de l'emploi, mais les problèmes de qualité et d'indépendance, puisque c'est sur ces notions-là que je suis interrogée, se posent aussi pour la statistique émanant d'instituts privés, sans doute dans des termes, mais avec des enjeux un peu différents. En France, la statistique publique est établie par l'INSEE principalement et aussi par des services statistiques dans différents ministères. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la DARES au ministère du Travail. Je vais parler de... Ça marche ça ou pas? Non. Voilà, je vais parler donc des principes, effectivement, comment ils apparaissent dans les textes français et internationaux. Ensuite, je vais parler, ça va être mon point le plus important auquel je tiens, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe quand on construit des chiffres, quand on les diffuse, quand on les interprète, et comment on peut organiser le débat public. Alors effectivement, ça a déjà été dit, la loi c'est le texte de référence du système de statistique publique en France. Il date de 1951 et c'est à noter qu'il ne contient pas du tout les notions d'indépendance et de qualité. Ces notions apparaissent petit à petit dans différents textes. Donc je ne vais pas m'appesantir sur chacun puisque j'ai très peu de temps pour parler. Et notamment dans la loi de modernisation de l'économie en 2008, ces notions apparaissent de façon assez claire, comme vous le voyez ici. Et je signale au passage des choses qui sont importantes pour le débat public. C'est la création en 1984 du CNIS, qui est le Conseil national de l'information statistique, qui est un organe de concertation entre producteurs et utilisateurs de la statistique publique. Et il siège une commission emploi, qualification et revenus du travail, qui bien sûr nous intéresse. C'est là que peuvent s'exprimer des demandes d'enquête et des demandes de chiffres et de la façon dont ils vont pouvoir être établis. Je signale au passage, mais ça ne nous concerne pas directement aujourd'hui, l'existence de la Commission nationale d'informatique et des libertés, qui est suivie au niveau européen par le RGPD, Règlement général de la protection des données. Sinon, au niveau international, donc, il faut voir aussi que petit à petit,
il y a des textes qui mettent en exergue la question de la qualité des données, la qualité des enquêtes, la qualité des productions et la notion d'indépendance. Donc, je ne vais pas m'appesantir plus, mais je voudrais juste dire qu'en France, en fait, en France, la production des données, elle est faite principalement par des agents de l'État. Et malgré tout, même si on pourrait penser du coup que ça crée un lien de dépendance, il y a une très bonne relation de confiance qui est établie entre les statisticiens, le gouvernement et le public. Il y a vraiment des relations qui sont bonnes et de confiance, malgré ce qu'on pourrait considérer comme un paradoxe. Et cette confiance, elle n'est pas de mise partout. Je voudrais juste citer qu'il y a plusieurs années, en Grèce, un statisticien a été mis en cause par le gouvernement. Et récemment, au Japon, il y a eu des relations très conflictuelles entre les statisticiens et leur gouvernement. Alors ensuite, je vais donc parler de la production des chiffres, parce qu'en fait, les chiffres, ils sont construits sur des données, mais les données, ça n'a rien de données, c'est des choses qui sont complètement socialement construites. C'est-à-dire que les données sur lesquelles on élabore des statistiques sophistiquées, elles dépendent beaucoup des sources qui peuvent être administratives ou institutionnelles. Ça peut être des résultats de questionnaires, ça dépend des questions qui sont posées, ça dépend des nomenclatures et des catégories qui sont utilisées, qui sont elles-mêmes fondées sur des conventions plus ou moins explicites, qui contiennent en fait des points de vue. En fait, les questions sociales et politiques sur lesquelles on travaille, en particulier le concept de chômage et d'emploi, ce ne sont pas des concepts qui sont formellement définis. Qu'appelle-t-on un chômeur ? Un chômeur au sens du BIT, qui est le Bureau international du travail, n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi, et inversement. Le chômage partiel, du fait que certaines personnes travaillent à temps partiel alors qu'elles souhaitent travailler à temps plein, est-il pris en compte ? Des personnes peuvent être radiées des listes officielles des chômeurs pour des raisons administratives, sans emploi, alors qu'elles souhaitent travailler. Les travailleurs au noir sont-ils comptabilisés comme des chômeurs ? Des formes de travail intermittentes ou fragmentées progressent en lien avec le développement de plateformes numériques et du fait de nouvelles modalités d'organisation du travail. Tout ceci rend de plus en plus ardue la description quantifiée de la réalité du travail et de l'emploi. De plus, certains chiffres sont difficiles à objectiver. Par exemple, les réponses à un questionnaire concernant les conditions de travail, elles peuvent dépendre bien sûr du point de vue des enquêtés. S'agit-il des employeurs ou des employés ? Ils ne répondront sans doute pas de la même façon aux différentes questions. Ensuite, en ce qui concerne la diffusion, il faut que les messages diffusés soient compréhensibles, sans être réducteurs. Il y a des outils infographiques très sophistiqués qui permettent de faire des très beaux diagrammes, des très beaux camemberts, des choses pleines de couleurs, mais qui sont peut-être faciles à lire, mais qui ne sont pas forcément révélatrices de toute la complexité qu'il faut faire passer. Souvent, ils ne sont pas accompagnés des commentaires, des renseignements sur leur fabrication. Il y a un point aussi important, c'est que les journalistes de la presse généraliste ne connaissent pas toujours bien la quantification et les statistiques, et ils ont parfois peine à restituer les résultats qu'il faut restituer. Ensuite, du point de vue de l'interprétation, elle est difficile. La statistique, c'est quelque chose de difficile. Ça donne des résultats difficiles à comprendre, qui demandent à la fois des compétences et une bonne connaissance du terrain. Et pour illustrer cette difficulté, je vais donner juste un exemple. À propos des emplois créés suite à la loi Aubry sur la réduction du temps de travail, comment isoler l'effet de la réduction du temps de travail de celui des incitations financières et des négociations qui l'ont accompagné ? C'est extrêmement difficile. Comment savoir si les emplois créés fin 2002 auraient été créés sans les lois concernées et s'ils ont été pérennes ? Bref, d'une façon générale, c'est très difficile d'isoler un effet. On dit toutes choses égales d'ailleurs, alors qu'en fait, toutes choses ne sont pas égales d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à la fois, et donc c'est difficile, très difficile, d'isoler un effet en particulier. Et autre chose aussi qui est très compliquée, que je signale, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est ne pas confondre corrélation et effet de cause de cause à effet, relation de cause à effet, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une relation entre deux variables que l'une est forcément
la cause de l'autre, ni que l'autre est la cause de l'une. Il peut y avoir des tas de choses intermédiaires et c'est parfois très difficile. Voilà, c'est difficile, mais ça vaut le coup parce qu'on a beaucoup de données, on a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, je pense que dans une démocratie comme la nôtre, où on a beaucoup de chiffres qui peuvent être utilisés par tous, la statistique, par ses travaux et par la diffusion qui en est faite, aide les citoyens à délibérer, à choisir sur de nombreuses questions de la vie collective. Et c'est sans doute l'implication des citoyens et leur intérêt pour la statistique, donc le débat public et notamment la tenue de débats contradictoires qui garantissent la qualité et l'indépendance et son objectivité. Et c'est ce à quoi cherchent à contribuer les cafés de la statistique, je parle des médias, des politiques. Les cafés de la statistique, puisque je suis effectivement présidente d'un groupe qui s'appelle Statistique et enjeux publics auprès d'une grande société savante qui s'appelle la Statistique française de statistique, ces cafés de la statistique, mensuellement, ils organisent des débats autour de questions et l'objectif de ces cafés, c'est de savoir si la statistique éclaire ou non les grandes questions qui traversent nos sociétés. Et ce sont des débats où chacun s'exprime librement, où il y a un intervenant qui vient parler d'un sujet, mais voilà, les sujets, ils ne sont jamais ficelés et on n'a jamais des réponses toutes faites. C'est plutôt le débat qui permet de bien utiliser les chiffres qui sont produits par les différents services. On a tous super envie d'aller au café de la statistique maintenant. Pardon ? On a tous super envie d'aller au café de la statistique. Mais il y a déjà beaucoup de monde, il y a souvent plus de 50 personnes, mais vous êtes les bienvenus. Je me tourne maintenant vers Vladimir Passeron. Vous représentez ici l'INSEE, comme son nom l'indique, l'Institut national de la statistique, c'est-à-dire la voix de la France. Vos chiffres du chômage sont assez différents de ceux de Pôle emploi. Ils sont 1 million en deçà de ceux de Pôle emploi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, on a maintenant un écart de près d'1 million entre les deux sources statistiques qu'on publie à l'INSEE d'une part et à la DARES et à Pôle emploi d'autre part. Voilà, donc sur ce graphique, vous voyez la courbe en bleu foncé en bas, qui est la courbe du chômage au sens du BIT tel qu'on le mesure à l'INSEE. Et puis la courbe en bleu clair qui est au-dessus, qui est le nombre d'inscrits à Pôle emploi et qu'on a classé en catégorie A. Donc je vais revenir tout de suite sur la définition de ces deux indicateurs, mais c'est des indicateurs qui sont censés conceptuellement être assez proches, ce qu'on a constaté en 2009, et pourtant, on a une divergence qui s'est accrue au fur et à mesure des années. Et là, dans près de 10 ans, on est passé de 50 000 d'écart début 2009 à près d'1 million, puisque 950 000 d'écart constatés au 4e trimestre 2018. Alors évidemment, ce genre d'écart nous pose question, puisque conceptuellement, ce sont deux agrégats qui sont censés être proches. Alors, la première source, ma collègue Marion Sels vient d'en parler, le chômage au sens du Bureau international du travail, c'est une définition internationale, un concept international. Et un chômeur, c'est quoi ? Toutes les personnes de 15 ans ou plus qui n'ont pas eu d'activité rémunérée sur une semaine donnée, on dit une période de référence, qui ont recherché activement un emploi au cours du mois précédent, et puis qui sont disponibles dans les 15 jours pour occuper un emploi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien il y a de chômeurs? Eh bien, on va poser la question aux gens dans des enquêtes emploi. Les enquêtes emploi de l'INSEE, qui sont des enquêtes de grande envergure, puisqu'on va interroger 110 000 personnes environ chaque trimestre. Et avec cette mesure, eh bien, on a près de 2 500 000 chômeurs fin 2018. La deuxième source, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Nombre de personnes qui sont inscrites à emploi, donc ça recouvre... déjà, ça relève d'une démarche administrative. Il faut aller s'inscrire à Pôle emploi. Et puis, dedans, il y a plusieurs catégories. Il y a la première catégorie, celle qu'on a jugée la plus proche conceptuellement du BIT, c'est la catégorie A, les personnes qui sont sans emploi au cours du mois passé et qui sont tenues d'effectuer des recherches, des actes positifs de recherche d'emploi. Alors, il y a bien d'autres inscrits à Pôle emploi, mais qui ont exercé une activité au cours du mois précédent, et notamment les catégories B et C, ou E, ou alors qui ne sont pas tenues de faire des recherches d'emploi, notamment parce qu'elles sont en stage ou qu'elles sont en formation. Et donc, si on prenait ces inscrits à Pôle emploi, on s'éloignerait du concept du BIT. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est une catégorie statistique. La catégorie A, c'est une catégorie statistique. C'est-à-dire que quand on vient s'inscrire à Pôle emploi, eh bien, on ne va pas dire « je vais m'inscrire dans telle ou telle catégorie ». C'est les statisticiens qui, ensuite, compte tenu
compte tenu de l'activité réelle des personnes, eh bien, on va classer les différentes personnes dans les différentes catégories. Et là, on a 3 400 000, d'où les 950 000, et cette grande divergence qu'on a cherché à expliquer, parce qu'évidemment, quand on a des concepts aussi proches et des chiffres aussi différents, eh bien, ça interpelle les statisticiens, et tous ensemble, les différentes institutions, on est allé voir pour regarder dans le détail, et notamment en appariant au niveau des données individuelles, les fichiers, pour comprendre ce qui se passait. Alors, on s'est posé aussi une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure? Est-ce que dans l'enquête emploi, finalement, c'est une enquête, et donc avec des aléas de mesure, il peut y avoir des biais, et donc nous nous sommes posés évidemment des questions. Il faut toujours douter, hein, les statisticiens doivent douter pour construire ces chiffres. Et donc, on a une question dans l'enquête emploi qui est combien il y a de personnes, on demande de personnes si elles sont inscrites à Pôle emploi. Et qu'on fait la somme des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas d'emploi sur la semaine de référence, eh ben, on tombe peu ou prou, regardez les deux courbes, là sur mon nouveau graphique, on tombe peu ou prou sur les mêmes courbes, et donc on se dit, ouf, on n'a pas un problème de mesure dans l'enquête emploi. Alors donc, si on n'a pas un problème de mesure, eh bien, c'est que finalement, malgré une proximité conceptuelle entre ces deux concepts, eh bien, en fait, on n'a pas les mêmes mesures parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Premier exemple, un chômeur au sens du BIT dans l'enquête emploi n'est pas inscrit forcément, nécessairement à Pôle emploi, et c'est le cas notamment de nombreux jeunes qui, dans le cadre de leur première recherche, ne passent pas forcément par Pôle emploi pour retrouver leur poste. Deuxième élément, et qui est plus massif, être inscrit à Pôle emploi ne suffit pas pour être considéré comme chômeur dans l'enquête emploi. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de critères, on va demander aux personnes qu'est-ce que vous avez fait comme recherche active, est-ce que vous avez fait envoyer des CV, est-ce que vous avez fait des entretiens, est-ce que vous avez passé des concours, est-ce que vous en avez parlé, parlé à des amis, parlé dans votre entourage, mais le fait d'être inscrit ne suffit pas en soi. Et puis, on s'aperçoit que par rapport aux deux critères importants, eh bien, parmi les inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A, eh bien, près un inscrit sur 3 ne remplit pas les deux critères qui sont soit de recherche active, ils ne recherchent pas activement, ou alors qu'ils ne sont pas disponibles. Alors, ils ne sont pas disponibles soit pour des problèmes de santé, soit parce qu'ils disent j'ai une garde d'enfant. On pose toutes ces questions, toutes ces motivations. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas disponibles? Ou alors, tout simplement, parce qu'un certain nombre de chômeurs disent non, moi je ne suis pas disponible parce que je veux prendre du temps pour moi, j'ai décidé de partir 3 semaines en congé. Et 3 semaines en congé, les critères du BIT sont stricts. 3 semaines en congé, c'est pas disponible dans les 3 semaines, et donc du coup, on n'est pas considéré comme chômeur. Donc, une grande partie des inscrits à Pôle emploi, mais qu'on ne peut pas considérer comme chômeurs, se retrouvent souvent dans ce qu'on appelle dans le halo autour du chômage, qui est un concept qu'on a défini depuis de nombreuses années, dans le cadre du CNIS notamment. Et donc, c'est un concept, c'est des personnes qui sont considérées comme inactives au sens du BIT, mais pourtant qui souhaitent avoir un emploi sans pour autant pouvoir remplir ces deux critères. Quand on regarde également plus finement au niveau détaillé, on s'aperçoit qu'il y a même des entreprises, il y a même des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais quand on leur demande est-ce que vous souhaitez avoir un emploi, ils disent non, moi je ne souhaite même pas avoir un emploi. Et donc c'est un peu plus complexe, et on se penche sur ces cas-là. Pourquoi? Quelles sont les situations de ces personnes? Alors le halo autour du chômage, c'est un symptôme du découragement, et on voit sur ce graphique qu'il a fortement augmenté sur la période de la grande divergence entre les deux statistiques qui nous concernent. Alors, les facteurs économiques de divergence, pourquoi est-ce qu'il y a plus de découragement? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a plus de divergence? D'une part, c'est parce qu'il y a plus de découragement, ce qu'on voit dans la hausse du halo autour du chômage. Plus de découragement, pourquoi? D'une part, parce que la conjoncture était plutôt dégradée sur cette période-là, notamment de 2009 à 2015. Le chômage a augmenté, et quand le chômage augmente, ça décourage des personnes de chercher activement un poste en disant non, j'y arriverai pas, et donc ne cherchent pas forcément activement. Et puis, il y a aussi le contexte de la réforme des retraites, avec le report des bornes d'âge de retraite. Eh bien, plus de personnes sont concernées, sont actifs plus longtemps, ils sont actifs plus longtemps, mais n'ont pas forcément des perspectives d'emploi, ils ne sont pas forcément dans une recherche d'emploi. Et puis, il y a un deuxième effet qui est qu'il y a eu un certain nombre de mesures, 2 mesures notamment que je mets là sur ce diapo, qui ont conduit à ce que des personnes
éloignées du marché du travail ont eu tendance, elles étaient déjà éloignées et sont encore éloignées, elles ont été incitées à s'inscrire davantage à Pôle emploi ou être inscrites en catégorie. Alors, d'une part, la mise en place du RSA, un certain nombre de règles ont conduit à pousser les bénéficiaires de RSA à s'inscrire en Pôle emploi. Et deuxièmement, l'extinction progressive du dispositif de dispense de recherche d'emploi. Donc c'est un dispositif qui permettait pour les personnes qui dépassaient une certaine borne d'âge à Pôle emploi de dire non, vous avez le droit de ne pas trouver d'emploi, vous n'avez pas le droit de ne pas rechercher activement d'emploi, contrairement aux autres. Eh bien ce dispositif, c'est progressivement éteint. Et donc, si je regarde maintenant sur son dernier slide, et j'en finis là, si je regarde sur ce dernier slide, si maintenant, plutôt que de prendre le chômage, la courbe en bleu, je prends le chômage plus le halo, et je considère aussi les personnes qui souhaitent avoir un emploi, si maintenant, plutôt que de prendre la seule catégorie A, ma courbe en verte, eh bien je passe à la courbe en vert pointillé sur ce graphique-là, et je prends les personnes qui à la fois sont en catégorie A et qui étaient jusqu'à présent en dispositif de recherche d'emploi et qui ont probablement basculé dans la catégorie A, eh bien je m'aperçois qu'entre les deux courbes, finalement, alors qu'on a un écart qui s'est extrêmement accentué, une grande divergence entre les deux courbes bleues et vertes en très plein, de plus 900 000 en 10 ans, eh bien sur les deux courbes en pointillé, eh bien j'ai un écart qui est globalement peu ou prou constant, avec un écart qui ne s'est pas accru, qui a même diminué entre début 2009 et fin 2018. Voilà, et donc pour plus de détails, on a un document de travail qui sera bien plus précis que ça, et sur les résultats de l'appariement, et dès qu'il sera publié, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Merci. Vincent Grimaud, votre magazine Alternative économique a créé son propre indicateur de chômage, ou plutôt un contre-indicateur du chômage, c'est-à-dire un indicateur alternatif à ceux de Pôle emploi et de l'INSEE. Vous nous direz pourquoi ça vous a semblé nécessaire. Et puis, parallèlement, vous avez aussi créé une plateforme Datalab qui vise à rendre les statistiques économiques et sociales plus accessibles. Là encore, pourquoi, comment ? Alors, bonjour à tous et merci d'avoir invité Alternative économique. On est très content d'être ici parce que l'un des deux objectifs de notre journal, quand on l'a créé, c'était de rendre l'information plus accessible et plus compréhensible au grand public. Alors, je sais qu'il y a probablement des lycéens qui sont là ce matin, peut-être abonnés à Alternative économique, et ils doivent se dire, bon, Alternative économique et accessible, ça fait deux. Alors, on travaille à faire mieux. En tout cas, c'est l'objectif depuis 40 ans. Et donc, très rapidement, ça nous a amené à faire des graphiques, comme vous voyez. Donc, c'est super, ils défilent. Merci beaucoup à la technique. Parce qu'on ne peut pas essayer de rendre l'économie accessible sans se frotter aux statistiques. On l'a vu de façon très, très claire avec Vladimir. Les chiffres, ça peut être complexe, il faut rentrer dans les détails, et pour rendre ça grand public, quoi de mieux que la data visualisation. Alors, très vite, quand on parle de statistiques, on se heurte à trois difficultés que Marion a un peu commencé à évoquer. La première difficulté, c'est l'accès aux chiffres. Ça paraît bête, notre monde regorge de données, mais y accéder, c'est pas si simple. Y compris pour des professionnels comme moi qui passent ma journée sur le site de l'INSEE, d'Eurostat, de l'OCDE, etc. Il y a plein de fois où on ne trouve pas les données qu'on cherche. Et donc nous, avec cette plateforme, eh bien, on a créé cette plateforme notamment pour rendre les graphiques, les sources de données plus accessibles. Je vais vous en reparler. La deuxième difficulté, c'est la difficulté à comprendre les chiffres. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas fait de bac ES. Et même si tout le monde a à peu près fait 10 ou 15 ans de mathématiques dans sa scolarité, on se rend compte assez rapidement que pour beaucoup, un graphique, c'est effrayant et c'est pas compréhensible, tout simplement. Et puis, il y a un troisième cas de figure, une troisième difficulté qui est d'une nature complètement différente. C'est, cette fois, pour les publics qui sont à l'aise avec les graphiques, eh bien, c'est une méfiance des chiffres. Alors, de mon point de vue, cette méfiance, elle est assez saine, en fait, parce qu'elle révèle un esprit critique très développé. Et surtout, pour ce qui est des journalistes, ça nous a obligés à être plus transparents sur les chiffres qu'on utilise, plus exigeants. Si aujourd'hui, on veut faire un graphe avec une donnée pas qu'on trafique, mais où on veut essayer de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas vraiment, ou alors si on casse la représentation, si on casse l'échelle par exemple, qui est une technique classique pour faire croire à une grosse augmentation ou à une grosse baisse en cassant l'échelle, eh bien c'est des techniques qu'aujourd'hui un grand nombre de lecteurs, en tout cas dans notre lectorat, sont capables de déceler tout de suite et vont nous dire
attention, vous faites quoi là? Parce que moi, je gère les réseaux sociaux, par ailleurs à Alternative Économique, et je vous garantis que si je triche un peu sur un graphique, dans les 15 minutes, il va y avoir une dizaine de lecteurs qui vont dire votre graphe c'est une honte, vous le refaites, etc. Donc, 3 types de difficultés, 2 pour ceux qui ne maîtrisent pas et 1 pour ceux qui maîtrisent. Et donc, face à ça, eh bien, les journaux et Alternative Économique, on est obligé de se réadapter. Alors, qu'est-ce qu'on a fait face à ces difficultés? Eh bien, je l'ai dit, on a fait des graphiques interactifs comme celui que vous voyez devant vous. Si vous survolez normalement le graphique, eh bien, les données voilà, apparaissent. Et donc, là, on est dans une transparence totale puisque vous avez toutes les données à disposition. Il suffit de survoler le graphique. Ce qui n'était pas le cas avec les graphiques qu'on appelle statiques, que vous voyez imprimés sur une feuille. Vous ne pouvez pas avoir accès, vous pouvez juger que vous êtes, si vous êtes entre 12 et 13, vous êtes peut-être à 12,62, mais vous ne savez pas. Eh bien là, vous savez. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Le deuxième, c'est cette plateforme dans sa globalité, parce que cette plateforme, elle permet, je vous l'ai dit, d'avoir accès aux grands chiffres. Voilà, vous avez les indicateurs en haut. Et donc, ici, eh bien, vous avez accès à tous les grands indicateurs de l'INSEE, tous en interactif, et vous pouvez directement les télécharger. Et donc ça permet de les trouver facilement quand on n'est pas un expert des sites officiels. Et puis, la chose qu'on a faite ensuite, c'est un blog qui s'appelle La Fabrique du Chiffre. Voilà, c'est en direct, c'est magnifique. C'est un blog sur lequel, cette fois, on rentre davantage dans le débat autour de la statistique. Parce qu'on l'a dit, la statistique, c'est un choix social. C'est qu'à un moment, on va dire, eh bien voilà, on va mesurer le chômage comme ça. Et donc, ça, c'est pas neutre. Par exemple, autre exemple, Laurent Berger en parlait tout à l'heure, les inégalités, est-ce qu'elles baissent ou est-ce qu'elles augmentent? Eh bien, c'est pas si simple. Parce qu'il y a à votre disposition peut-être 5 à 10 indicateurs qui vont vous permettre de dire les inégalités augmentent ou elles baissent. Selon celui que vous allez prendre, vous allez pouvoir dire, parce que vous voulez, je ne veux pas exagérer, mais vous allez pouvoir écrire une histoire un peu différente. Et donc, il est fondamental de débattre des statistiques, de leur intérêt, de leurs limites, des indicateurs complémentaires, pour arriver à une information statistique qui soit la meilleure possible. Et donc, pour en venir au sujet du jour, en effet, nous avons créé Alternative Économique, un contre-indicateur du chômage, pas parce que l'indicateur de l'INSEE ne nous satisfaisait pas parce que celui de Pôle emploi ne nous satisfaisait pas parce qu'il y avait un écart croissant entre les deux, comme on vient de le voir, mais parce que on avait en fait des difficultés à essayer de résumer un peu la situation. Et alors, comment on faisait avant? Eh bien, on faisait un long article avec 12 graphiques pour comprendre le marché du travail, par exemple. Et donc, on faisait d'abord, voici le taux de chômage selon l'INSEE, voici le taux de chômage selon la DARES, voici le halo du chômage. Et donc, on essayait de faire une démonstration. Mais une démonstration sur 12 graphiques où il faut à peu près 10 minutes pour la lire, vous comprenez qu'on perd en général un tiers des lecteurs au bout du 3e graphique, un autre tiers, si tout va bien, au bout du 5e, et puis personne ne voit le dernier graphique. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de lancer un contre-indicateur du chômage qu'on construirait et pour essayer d'un peu de synthétiser la situation. Alors, comme tout nouvel indicateur, surtout quand il synthétise plusieurs données, il est très critiquable, de fait. Et d'ailleurs, nos lecteurs l'ont beaucoup critiqué. Et d'ailleurs, on a pu du coup expliquer pourquoi on avait fait ces choix-là. C'était vraiment un sujet passionnant, enfin une démarche passionnante. Et on a quand même décidé de fabriquer ce qu'on appelle le taux de non-emploi en équivalent temps plein. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le taux de non-emploi, eh bien, c'est en fait, donc, on part de l'enquête emploi de l'INSEE et on va en fait essayer de mesurer, plutôt que les gens qui sont en emploi, tous ceux qui n'ont pas d'emploi, dans une population entre 25 et 60 ans. Pourquoi 25 ? Pourquoi 60 ? Parce qu'on estime qu'avant 25 ans, c'est pas, au niveau d'une société, c'est pas une mauvaise chose que les gens fassent encore des études. Et donc, on sait que le taux de chômage des jeunes est très élevé, mais parce qu'il mesure les gens qui sont déjà actifs, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en études sont exclus, alors que ce sont eux qui vont avoir les taux de chômage les plus faibles, donc c'est un peu trompeur. Et puis pourquoi 60 ? Parce qu'on estime qu'après 60 ans, pour ceux qui ont eu des carrières longues, eh bien c'est normal qu'ils soient en retraite. Donc
On a neutralisé ces deux barrières d'âge. Voilà, je vois Vladimir qui tique un peu à côté, preuve qu'on peut avoir des débats. On s'en est beaucoup justifié auprès de nos lecteurs, et globalement, avec nos justifications, qui sont plus élaborées que celles que je viens de vous faire, on y est arrivé. D'ailleurs, vous avez publié un article Oui, on a publié un article, quelques réponses aux objections fréquemment faites par les lecteurs. Et puis, deuxièmement, on a privilégié donc je vous l'ai dit, tous ceux qui ne sont pas en emploi, et par ailleurs nous avons essayé de neutraliser le biais du temps partiel. Parce que quand vous faites des comparaisons internationales, on n'en a pas parlé ce matin, mais souvent le taux de chômage est l'arbitre ultime entre la France et les États-Unis. Regardez le modèle allemand, 3% de chômage, plein d'emploi, c'est formidable. Ok, sauf que si on regarde juste les taux de chômage officiels, on ne voit pas l'importance du temps partiel. Hein, dans beaucoup de pays cités souvent en exemple, notamment les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ce sont des pays qui ont énormément de temps partiel. Est-ce que c'est souhaitable dans une société? Peut-être. Mais si on considère qu'on veut comparer honnêtement différents pays, il faut neutraliser ce biais-là. Et donc avec notre indicateur, eh bien, on a neutralisé le biais du temps partiel, ce qui fait que effectivement, la France se classe globalement dans la moyenne et n'a pas du tout la situation catastrophique qu'on a. Voilà. Merci Vincent. Nouvelle. Alors Timothée Gidouin, vous aussi, vous avez créé une plateforme de données, Datagora, sous une logique un peu différente. Chez Alter Eco, vous êtes plutôt sur la visualisation, vous êtes sur l'exhaustivité en fait, en regroupant plein d'instituts qui sont moins connus que l'INSEE. Et donc vous donnez accès à des études au grand public, à des études venant de plein d'instituts différents. Pourquoi? Pour que ça vous a semblé nécessaire? Donc merci à tous, merci déjà de m'avoir invité. Je suis très heureux également d'être là, encore plus avec un représentant d'Alternative économique et de la Société française de statistique. Il se trouve que je donne quelques cours à Sciences Po et je mets souvent en avant ce que vous faites. Bref, pourquoi Datagora? C'est une bonne question. C'est pas initialement fait pour expliquer les questions sur l'emploi de mesures, de méthodologies. Initialement, on était parti sur un problème qui était assez simple, qui était de dire que c'est compliqué lorsqu'on est un citoyen lambda de trouver des chiffres provenant de sources fiables sur tout un tas de sujets socio-économiques, mais d'ailleurs pas que, notamment parce que voilà, il y a tout un tas d'interfaces, tout un tas d'organismes, l'INSEE étant évidemment la face émergée de l'iceberg, et qu'en fait, on était aussi, lorsqu'on a créé Datagora, dans cette idée qu'il y avait des fake news qui pullaient de partout. C'était, il y a eu le Brexit, ensuite il y a eu Trump, ensuite il y a eu la campagne présidentielle en France, voilà, où tout un tas de questions liées à la dissémination de fausses informations étaient vraiment qui faisaient le haut de l'actualité. Et on se disait, mais c'est incroyable ça, parce que on a à la fois ces fausses informations qui pullulent, et en parallèle, on a tout un tas de statistiques, tout un tas d'études, tout un tas d'organismes qui publient de l'information de qualité qui permettrait de déconstruire facilement la plupart de ces fausses informations, qui sont accessibles gratuitement au grand public et qui pourtant justement ne sont pas réutilisées ou ne sont pas diffusées pleinement. Donc ça, c'était le premier problème sur lequel on est parti. Et ensuite, en discutant avec différents acteurs, notamment des acteurs de la statistique, et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert le service statistique public, donc l'INSEE et les 16 services statistiques ministériels. On s'est rendu compte que ces acteurs en fait, avaient un problème assez important, qui était qu'ils produisaient beaucoup de publications, d'études, de bases de données, qui faisaient des efforts de recherche, de rigueur, de méthodologie, d'explication, mais que ces chiffres justement ou ces études avaient du mal à être diffusés dans le débat public, notamment pour certaines raisons. La première, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes. Donc je vous ai fait un petit test ce matin, sans café. Est-ce que vous connaissez, donc l'ADARES, on en a parlé, donc je pense que maintenant vous la connaissez, mais est-ce que vous connaissez le LIEP? Est-ce que vous connaissez l'adresse? Est-ce que vous connaissez l'OCE? Est-ce que vous connaissez l'ADEP? Est-ce que vous connaissez le CGET? Est-ce que vous connaissez l'ONDRP, qui est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales? Est-ce que vous connaissez le LIEP? C'est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Bref, tout un tas d'acronymes qui publient tout un tas de publications. Parfois, certains sont des organismes statistiques, d'autres des centres de recherche, d'autres des organismes publics qui font également des publications, d'autres des think tanks. Voilà. Donc, on a en fait cet écosystème que nous, on a appelé chez Datagora. Regardez, ils connaissent tous. Vous connaissez tous? Bon, vous êtes trop forts. Bon, voilà, il y a tout ce que nous, on appelle une jungle d'acronymes.
Et en fait, cette jungle d'acronymes en soi, bon, c'est pas un problème, hein, c'est très français de mettre des abréviations partout. Le problème, c'est plus que du coup, on ne sait pas qui est qui. En fait, la DARES, c'est pas exactement la même chose que l'IEP. La DARES, c'est un service statistique ministériel qui, comme on l'a dit, a des garanties d'indépendance dans la production de ces statistiques. Le LIEP, c'est un centre de recherche qui va notamment faire des études d'impact pour mesurer, par exemple, l'impact du CICE. Donc, ils ne produisent pas eux-mêmes des statistiques primaires. Bref, voilà. Il y a des think tanks. Les think tanks peuvent avoir effectivement une certaine orientation. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cette jungle d'acronymes ? Deuxième point, c'est le fait également que beaucoup de ces publications ne sont tout simplement pas téléchargées. Donc là, je vous ai donné un graphe qui est celui que vous pouvez retrouver dans un rapport de la Banque mondiale. C'est une courbe de distribution des rapports de la Banque mondiale, et vous voyez la barre verte tout à droite, en haut à droite, c'est 0. C'est-à-dire qu'en fait, 32%, donc disons un tiers des rapports de la Banque mondiale, n'ont jamais été téléchargés. Jamais. Donc en fait, clairement, vous produisez des rapports, et ils ne sont pas téléchargés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas lus. Il y a d'autres manières que le téléchargement de faire passer ces rapports. Mais je pense que ça peut vous donner un petit peu la mesure de l'importance de ces publications qui viennent de chercheurs, de chargés d'études, de statisticiens, qui mettent des mois, parfois des années pour produire ces publications et qui ne sont pas diffuses, ou presque pas diffuses, dans le débat public. C'est pour ça que nous, on s'est donné comme mission de renforcer la qualité du débat public. Je n'ai pas spécialement envie de revenir, si on va revenir dessus du coup, sur nos objectifs. Mais du coup, avec Datagora, on s'était dit initialement, et on est bien moins exhaustif que ce que fait Alternative Économique avec son Data Lab, mais on s'est dit on va essayer de créer une plateforme gratuite qui permet à tout à chacun d'accéder facilement à différents producteurs de données statistiques ou d'études, et essayer également de faire de la pédagogie, de rendre en fait accessibles ces contenus, ces publications, ces statistiques, sous un format qui ressemble un peu à un réseau social. Si certains d'entre vous sont aujourd'hui sur leur ordinateur, vous pouvez taper Datagora. Vous allez en fait trouver chaque organisme statistique, l'INSEE à sa page, par exemple, l'OCDE aussi, mais il n'y a pas que des organismes statistiques, peuvent mettre en avant certaines de leurs publications sous la forme de ce que nous on appelle des data points, mais qui sont en fait des petits tweets qui permettent de restituer simplement et sourcer à chaque fois, donc vous avez la publication derrière, chaque résultat ou donnée clé d'une publication. En fait, ça se présente effectivement comme un fil Twitter. Exactement. Avec, vous pouvez faire des choix thématiques en matière d'environnement, d'emploi. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, on s'est dit, qu'est-ce qui aujourd'hui marche bien en termes de consommation de l'information ? Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, et il y a énormément d'études qui le montrent, il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, consomment de l'information sur les réseaux sociaux ou consomment de l'information sur leur mobile et prennent de moins en moins de temps à lire des articles, à lire des études qui prennent plus de 2-3 minutes. Et c'est assez problématique pour ces producteurs d'études parce qu'il y a des études, et je vous assure, qui font 500, 1000 pages. Qui aujourd'hui a le temps de lire une étude qui fait 500, 1000 pages ? Personne. Alors j'exagère, il y a évidemment des sous-catégories, on n'est pas obligé de lire les 1000 pages, mais même en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une certaine période où on n'a plus le temps, ou en tout cas on ne prend plus le temps de lire et de se poser, de consommer de l'information. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre ces publications accessibles ? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'elles touchent et qu'elles soient diffuses dans le public, et notamment, si possible, de lutter d'une certaine manière contre des fausses informations ? C'est le pari qu'on a essayé de faire avec Datagora. Je ne sais pas si c'est réussi, mais voilà, c'est en tout cas la principale idée. Et ça permet, entre autres, notamment, de pouvoir essayer de mettre en avant des chiffres sur l'emploi, et avec parfois des divergences d'ailleurs dans les résultats. Merci. On va ouvrir 2 petits débats maintenant. Le premier porte sur la façon dont les statistiques peuvent éclairer le débat public, et notamment en permettant de mesurer l'impact des grandes décisions politiques. Marion Seltz, vous avez déjà évoqué tout à l'heure le cas des lois Aubry, dont il est difficile de mesurer l'impact en termes de création d'emplois. Combien d'emplois ont été réellement créés grâce aux 35 heures ? Combien a coûté chacun de ces emplois ? Il y a plein d'études qui ont été publiées sur ce sujet, et en gros, il y a autant de résultats que d'études publiées. On a la même chose en pire aujourd'hui avec l'impact du CICE. On en connaît le coût de l'ordre de 30 milliards d'euros, mais on est à peu près sûr qu'il n'a pas permis de créer 1 million d'emplois comme l'avait promis le MEDEF. Mais entre les deux, combien d'emplois ont été créés ? Combien ont coûté ces emplois ? Est-ce qu'ils ont coûté plus ou moins cher que les emplois créés par les 35 heures ?
On n'a pas vraiment de réponse précise. Donc, finalement, on peut se demander, est-ce qu'il faut se faire à l'idée qu'il y a, grosso modo, pour chaque question politique posée, le chiffre de la police et le chiffre des organisateurs, et puis on essaie de se faire une idée entre les deux. Et en quoi ce type d'étude, avec des résultats très différents, permet d'éclairer malgré tout le débat public? On commence par vous, Marion Sels. Oui. Alors j'évoquerai déjà une anecdote puisque Timothée Gidouin a situé le LIEP, qui est le laboratoire interdisciplinaire d'études des politiques publiques. Il y a quelque temps, j'étais à un séminaire dans ce laboratoire, une journée de séminaire sur justement l'impact du CICE sur l'emploi. Et Didier Migaud, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le président de la Cour des comptes, a ouvert ce séminaire en disant qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui avaient travaillé sur cette question, et que les politiques, d'une façon générale, ne lisaient pas les productions des chercheurs. Donc c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, justement, dans ce genre de séminaire, ce qui était très intéressant, et c'est ce pourquoi je plaide, c'est qu'il y avait justement beaucoup d'études qui étaient faites sur le même sujet. Et je crois qu'on ne peut pas prendre une étude toute seule dans son coin. On a vu déjà avec les différentes interventions que c'est difficile, les données sont variables, il faut déjà savoir très bien de quoi on parle. Toutes les études ne parlent pas de la même chose, elles ne parlent pas des mêmes données. Et je pense que c'est la confrontation de ces études les unes avec les autres, avec des débats soit contradictoires, ça pas contradictoire, mais enfin on peut exactement savoir de quoi on parle pour pouvoir, pour les rendre utiles, parce qu'une étude toute seule dans son coin, elle est en général pas très utile. Donc voilà, donc je pense que le même phénomène, il peut être regardé sous différentes facettes. Il y a différentes idéologies, même quelquefois, qui sont à l'œuvre, donc il faut les combattre. Mais voilà, je pense qu'il faut exactement savoir de quoi on parle. Et tout à l'heure, je crois que c'était monsieur... là-bas, oui, qui parlait des inégalités. Monsieur Barbu, qui était un mathématicien qui faisait des mathématiques sociales, disait que les inégalités, pour les gens de droite, on trouve toujours qu'elles diminuent, et pour les gens de gauche, on trouve toujours qu'elles augmentent. Et c'est comme différents concepts qu'on a évoqués. Les inégalités, ce n'est pas un concept qui est formellement défini. Donc il y a plein de façons de mesurer l'évolution des inégalités. Et voilà, il faut savoir de quoi on parle. Il y en a certaines qui augmentent. Ça dépend aussi si on prend simplement les revenus, si on compare le 1/1000 des revenus les plus riches. Enfin bon, il y a plein de façons, plein d'indicateurs différents qui vont dire des choses différentes. Donc il ne faut pas avoir des formules vagues qui parlent de concepts qui ne sont pas définis, quoi. Donc voilà, je pense que les études, elles peuvent être utiles, mais il faut exactement savoir de quoi on parle et le dire clairement et confronter les unes aux autres. Alors Timothée Gidouin, justement, vous publiez une pluralité, une quantité astronomique d'études sur Datagora. Est-ce que vous pensez que ça éclaire le débat public? C'est une vraie question. En fait, aujourd'hui, comment est-ce que les études, elles peuvent éclairer le débat public? Les études, elles éclairent le débat public parce qu'elles sont reprises par des médias. Je pense que traditionnellement, des organismes statistiques ou producteurs d'études, si vous voulez avoir une chance d'avoir de la visibilité ou une audience, il fallait qu'ils fassent des communiqués de presse, il fallait qu'ils envoient des SMS à des journalistes, ou il fallait qu'ils touchent du bois en espérant que ça allait être repris dans la presse. C'était comme ça qu'on avait la chance d'avoir de l'impact. Aujourd'hui, je pense que ça change aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les journalistes qui sont des intermédiaires d'information. Et donc, il faut trouver des manières également différentes pour valoriser les résultats clés tout simplement de ces publications. Et aussi de faire en sorte de faire de la pédagogie, de rendre accessible. Nous, sur Datagora, quand on dit rendre accessible, alors à la fois c'est avec une interface, donc oui, physiquement c'est accessible facilement, mais c'est accessible aussi dans le sens intelligible. Faire en sorte que votre publication de 50 pages, vous arrivez à la résumer, ou en tout cas à synthétiser des points clés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de méthode sur lesquels il faut être attentif, sur lesquels il faut dire attention, pour aller plus loin, n'hésitez pas à avancer là-dessus. Mais en tout cas, il faut réussir à créer ce passeur de science, ce passeur de production complexe, statistique, scientifique, auprès d'un public large. Après, qu'il y ait différents organismes qui produisent des études, on l'a dit pour le CICE, donc c'était le cas. Il y a eu une étude, par exemple, du LIEP, effectivement, donc voilà, un laboratoire de recherche qui fait de l'évaluation de politique publique. Il y a une étude aussi de France Stratégie qui a été conduite par l'OFCE, encore un autre acronyme, qui a montré effectivement qu'entre une estimation haute et basse, on avait entre 100 000 et 300 000 impacts en termes de création d'emplois. D'autres qui ont montré au contraire, mais qui ont été faits précédemment, que ça avait au mieux ne pas détruire d'emplois. Enfin bref.
est-ce que ça veut dire que parce qu'on a des résultats différents, parfois presque contradictoires, ils ne méritent pas d'être portés à la connaissance de tous? Je ne pense pas. Je pense justement qu'aujourd'hui, on est face à une population qui a de plus en plus envie et besoin de s'informer de manière qualitative et qui a besoin aussi qu'on dépasse uniquement les intermédiaires d'information qu'étaient les médias auparavant. Donc en fait, je pense sincèrement que les producteurs d'études et de statistiques doivent eux-mêmes faire maintenant ce travail. Enfin, ils le faisaient déjà avant, mais en tout cas faire encore plus d'efforts pour créer ces ponts et pour vraiment faciliter la compréhension et se dire effectivement voilà pourquoi c'est de l'intérêt. Et c'est pas parce qu'on le dit que c'est comme ça ad vitam aeternam, c'est pas tranché noir ou blanc. Il y a des biais méthodologiques, il y a des conventions qui ont fait qu'on arrive à ce genre de résultats. Et il faut faire l'effort de les présenter intégralement. Je vous vois opiner du Bonnet, Vladimir Passeron. Oui, j'entends le message. On va redoubler d'efforts. On va pour faire encore plus de pédagogie, pour présenter encore plus ce qu'il y a derrière les chiffres. Je voulais revenir sur un point. C'est tout chiffre ne se vaut pas. Tout chiffre est construit d'une certaine façon. Derrière, il y a un certain nombre. Soit on est dans les comptages. Tout à l'heure, je parlais du taux de chômage. Je parlais du nombre d'inscrits à Pôle Emploi. On est plutôt là dans le chiffre brut. C'est un comptage. Il peut y avoir des biais d'estimation, mais enfin, on est quand même sur des chiffres où, à partir du moment où on a bien expliqué la méthode, sont relativement incontestables. Dans le contre-indicateur du chômage, finalement, vous ne contestez pas la mesure, vous ne contestez pas la méthode. Ce que vous contestez, c'est le concept qu'il y a derrière. C'est plutôt la convention qu'il y a derrière la définition du BIT qui dit finalement, dès lors qu'on a travaillé 1 heure la semaine de référence, on est en emploi. Et donc, du coup, vous contestez l'idée que quand on est à temps partiel, on est forcément en emploi comme les autres. Et donc, bon, pour moi, la définition a un sens, le mot chômage a un sens, et pour pouvoir continuer de comparer aux autres, en termes sur le mot chômage, et j'en reste à cette définition, à cette convention, mais ça reste une convention qu'il faut bien avoir en tête, ce qui ne veut pas dire derrière, sous cette convention de chômage qui est donc plus restrictive, ce qui ne veut pas dire que derrière, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés d'insertion, dans des emplois pas forcément souhaités. L'autre point, c'est de convention que vous mettez, c'est entre 25 et 60 ans. Si on commence à 25 ans, à 60 ans, on n'est pas forcément dans la carrière longue. Et je trouve que c'est un peu paradoxal, ces deux limites, mais qui sont également des conventions. Maintenant, à partir de ces conventions, que vous pouvez appliquer avec des données disponibles pour tous les pays, vous pouvez faire des comparaisons internationales avec cette convention, mais il n'y a pas de contestation du chiffre. Vous proposez une nouvelle convention qui est discutable, mais ensuite, les chiffres sont mis à place et vous avez le mérite d'expliquer d'où viennent. Et ce n'est pas un contre-indicateur du chômage qui vient de nulle part, c'est vous expliquer la façon. Et c'est très important que tous les producteurs statistiques, tous ceux qui mettent des chiffres en avant, justifient la façon dont c'est fait. Si on arrive maintenant au cas des études, il faut avoir bien en tête que les études et les évaluations de politique économique souvent ont une nature différente de celle que je viens des statistiques publiques. Pourquoi ? Souvent, sur ces évaluations, on va devoir faire des hypothèses. Et ces hypothèses, souvent, par exemple, les entreprises qui sont passées à 35 heures, l'hypothèse, c'est qu'est-ce qui serait passé pour une entreprise donnée si elle n'était pas passée à 35 heures. Et donc, du coup, là, les économistes, les microéconomistes, et j'ai participé à ces évaluations il y a une vingtaine d'années, on va essayer de trouver des entreprises témoins, les plus proches voisins, celles qui sont dans le même secteur d'activité, même taille d'entreprise, qui ont la même dynamique d'activité. Et donc, on va dire, celles qui sont restées à 39 heures et qui sont plus proches voisins, c'est à peu près ce qu'aurait eu. C'est une hypothèse. Je suppose que on subit la dynamique que les entreprises passées à 35 heures auraient eu si elles étaient à 39. Et donc là, les évaluations des effets à 35 heures reposent sur ce type d'hypothèse. Et de la même façon, pour les mesures du CICE et pour les allégements de cotisations sociales, on va essayer de trouver des témoins. Et là, c'est bien plus dur, parce que autant pour une entreprise qui est passée à 35 heures, c'est binaire. Elle est passée ou elle n'est pas passée. 0, 1. Comme quand dans la statistique médicale, on a pris le médicament ou on a pris un placebo, et donc du coup, on va pouvoir comparer. Pour les 35 heures, d'ailleurs. Moi, je trouve que finalement, il n'y a pas tellement d'hétérogénéité des résultats que ça. Finalement, il n'y avait pas eu beaucoup d'études et les études sont relativement convergentes. C'est bien plus difficile pour les allégements de cotisations sociales parce que là, ça touche les salariés de façon très hétérogène, parce que ça dépend du niveau des salaires. Toutes les entreprises sont touchées et c'est bien plus difficile de trouver des témoins. Ce qu'en termes économiques, on dit le contrefactuel. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cette mesure ? Et c'est bien plus difficile d'arriver à estimer et d'arriver à évaluer une politique d'abaissement du cotisation sociale
que ça soit le CICE ou les allègements passés. C'est pour ça qu'il y a eu Ça veut beaucoup dire qu'on d'études. n'arrivera jamais à réellement à... Si, parce qu'il y a beaucoup d'études, et je suis complètement d'accord avec Marion Selle, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui doivent décrire leurs hypothèses, qui doivent dire qu'est-ce que j'ai supposé pour arriver à ce résultat-là. Et puis, il y a une certaine diversité, une certaine hétérogénéité, et on arrivait relativement à un consensus sur l'estimation. Alors évidemment, comme on sait le consensus, souvent par la moyenne des estimations, on n'a pas mieux, et qui arrive à montrer que quand on a des allègements aussi massifs, on a des effets emploi qui, on arrive à voir également dans les statistiques macro, sont supérieurs à ceux qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu ces politiques-là. Mais on est dans une fourchette. Le consensus est un consensus autour de la moyenne de ces estimations. On arrive à avoir des estimations, on arrive à avoir des idées, mais avec une imprécision certaine. Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de chiffres. Méfiez-vous des personnes qui vous diront j'ai une estimation exacte de telle politique économique. Souvent, c'est soumis à des hypothèses. Il faut bien lire ces hypothèses. Je retiens la phrase que vous avez dit, tous les chiffres ne se valent pas. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la fois à la technique statistique, à la robustesse des définitions, à la légitimité de l'émetteur. Exactement. Si à la transparence de la méthode. Si j'arrive et je vous dis j'ai une nouvelle voiture, un nouveau véhicule, prenez-le tout de suite, vous vous méfierez. C'est pareil pour les statistiques. Si quelqu'un arrive avec une nouvelle statistique, vous vous posez des questions sur comment est-ce qu'elle a été construite, qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse, est-ce qu'il y a un échantillon, est-ce que c'est une enquête, une source administrative, comment ça a été construit ces statistiques. C'est la question que vous vous poserez avant de commencer avec le véhicule de quelqu'un qui ne vient de nulle part. Il faut se poser toutes ces questions-là. Vincent Grimaud. Oui, sur la partie évaluation, bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Vladimir. On ne conteste pas du tout la qualité des chiffres de l'INSEE, c'est juste une réinterprétation à partir de ce qu'on a sous la main, justement, à partir de leur travail. Oui, sur les politiques publiques, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des évaluations de plus en plus serrées des politiques publiques, et c'est une bonne chose, évidemment, personne ne sera contre. Mais en même temps, on n'y est pas encore. La preuve, je pense, c'est la littérature abondante produite par la Cour des comptes qui, sauf erreur de ma part, est censée certifier les comptes de l'État et qui en fait aujourd'hui se lance dans tout un tas de publications très intéressantes d'ailleurs, souvent très bien sourcées, sur, je sais pas, la politique ferroviaire de l'État, etc. Et les choix stratégiques qui sont faits. Et donc ça prouve que, de mon point de vue, qu'il y a un manque quelque part, une place à prendre en tout cas. Et je pense que ce soit à la Cour des comptes ou d'autres, la statistique publique ne peut pas être absente de ces choses-là. Je suis d'accord que toutes les statistiques ne se valent pas. On voit passer tout un tas d'études complètement farfelues. On en a même fait, c'est pas très correct de dire ça devant autant de monde, mais on a fait un blog sur lequel on a rassemblé tout ce qu'on appelle les communiqués de presse à la con. Alors pardon pour les communicants, et donc on avait listé un peu toutes les études complètement stupides, complètement farfelues qu'on recevait. Mais qui sont destinées à faire le buzz en fait. Et qui sont destinées soit à faire le buzz, mais qui sont souvent reprises. Et c'est ça qui est inquiétant. Et ça, j'en viens à mon deuxième point, qui est une critique pour le coup assez serrée de mes confrères et de nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas assez bon sur les statistiques, on n'est pas assez bon sur l'interprétation, on est incapable en général de les contester sur le fond ou de les questionner sur le fond. Et je crois que c'est aujourd'hui un des défis des médias, c'est d'être capable. Il faut qu'on fasse qu'on reconnaisse notre faiblesse là-dessus, mais qu'il faut qu'on soit capable d'être bien meilleur dans l'analyse des stats. Récemment encore, on a, voilà, alors je ne vais pas être très sympa avec l'INSEE, mais il y avait une étude sur les dynamiques territoriales et sur quels sont les territoires qui gagnent des habitants. Bon. Et il y avait un parti pris dans la présentation qui était de dire, écoutez, c'est les métropoles qui gagnent, et puis plus la taille du territoire est petite, quand on passe une petite ville, puis à une campagne, plus la dynamique de population est faible. En réalité, c'est une présentation de chiffres sérieux qui était très discutable. Sauf que personne, y compris à Alter Eco à la base, personne n'était capable de dire attention, là il y a un choix qui est un choix qui se défend et les chiffres sont bons, il n'y a pas de souci, mais l'interprétation qui est faite est discutable. Eh bien, il a fallu qu'un chercheur vienne nous dire attention, l'interprétation des chiffres, je ne suis pas du tout d'accord, regardez pourquoi, et qui nous fasse 3 pages pour nous dire voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Pour qu'on vienne dire, oui, attention, les chiffres sont bons, mais l'interprétation est contestable. Sauf que dans tout le paysage médiatique, l'étude a été reprise, et je pense, c'est pas sympa pour mes collègues non plus, mais pour mes confrères, mais je pense qu'elle a été reprise parfois même sans être lue. Voilà. C'est difficile de résister à des chiffres croustillants.
Une toute dernière question conclusive, parce qu'on est un peu en retard, donc moins d'1 minute chacun. On est dans une ère de défiance, voire de complotisme. Comment faire en sorte que les chiffres soient un élément du débat, qui alimente le débat, et qui ne soit pas un facteur de défiance? Je pense que déjà, Vincent Grimaud a déjà dit quelque chose que je pense intéressant. Il ne l'a pas dit clairement. Il faut une meilleure formation des citoyens, meilleure formation des journalistes, excusez-moi. Mais bon, il faut absolument... on a de plus en plus de chiffres disponibles pour faire fonctionner la démocratie. C'est extrêmement important, mais il faut une meilleure formation. En plus, maintenant, avec les big data, il y a toute une autre façon de faire de la statistique qui est très importante et qui peut donner lieu à plein d'erreurs. Et du coup, voilà, la formation, c'est très important. Et juste un mot pour dire qu'il y a un métier qui est nouveau, qui est celui de décodeur, celui de fact-checking ou de vérification des faits. C'est ainsi que l'on voit se multiplier dans les journaux et les radios des rubriques de type les décodeurs qui décortiquent l'usage des chiffres faits par les hommes politiques. Et c'est vrai qu'on entend parfois des hommes politiques, bien d'autres aussi, mais des hommes politiques dire des énormités, des erreurs d'échelle, mais complètement invraisemblables, quoi. Et donc, il faut absolument que chaque citoyen puisse avoir l'esprit critique. Et en plus, on n'a pas parlé du tout, dans toute cette table ronde, d'incertitude. La plupart du temps, les chiffres, ils ne sont pas exacts. Il faut donner l'incertitude avec laquelle on les a calculés. Enfin bon, voilà. Donc, il faut une meilleure formation de tout le monde. Timothée Gidouin. Je plus vois ce qui vient d'être dit. Formation et pédagogie. Et je pense formation pas que journalistique. Encore une fois, effectivement, que voilà, la presse et certains journalistes, voilà, qu'il y ait des efforts à faire justement en termes de compréhension de la statistique. Ils ont toujours tort. Non, je suis pas en train de dire ça. Je jette la pierre à personne. Je pense juste qu'il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui le citoyen a envie de s'informer par lui-même, et donc que la pédagogie et la formation doit aussi passer par le citoyen et pas uniquement par les intermédiaires d'information classiques que sont les journalistes, même s'ils restent très importants, y compris pour faire le décryptage et le décodeur. Et donc, moi, je reste sur cette idée de comment est-ce qu'on crée des ponts. Typiquement, le printemps de l'économie, aujourd'hui, c'est un pont. Un pont pour faire le passage entre la connaissance économique, statistique et le grand public. Il y a beaucoup de ponts à créer et à rendre aussi attractifs. Comment est-ce qu'on fait pour que la statistique, on la déringardise? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on la trouve percutante, intéressante exactement, et qu'on soit capable d'en parler sans que ça paraisse quelque chose voilà, exactement, sans que ça paraisse quelque chose de sérieux ou rebutant. Voilà, c'est une vraie question. Vladimir Pesseron. Du côté de l'INSEE, nous allons faire également redoubler d'efforts pour essayer de rendre plus digestes ces chiffres, pour qu'ils soient encore plus compréhensibles. Mais je salue les efforts de mes collègues pour essayer de les rendre plus digestes, plus accessibles, parce que c'est un effort permanent, on continue. Il faut également que... chacun se méfie des chiffres, doute, se pose des questions et ne prenne pas les chiffres pour argent comptant, sache ce qu'il y a derrière et ça, peut-être que ça passe. Alors c'est une idée en l'air qui n'engage que moi, mais peut-être que ça passe également par un petit peu plus de matière économique au niveau du lycée. Complètement d'accord, évidemment. Je pense que le bac ES est indispensable aujourd'hui. C'est un passeport pour la vie, tout simplement, qui est absolument indispensable dans la formation des citoyens. Et on a la chance quand même dans ce pays d'avoir des sources statistiques de grande qualité. J'en profite quand même pour remercier l'INSEE, notamment de sa réactivité, parce que moi, maintenant, je suis beaucoup plus exigeant avec les stats. Et quand je ne comprends pas, j'appelle l'INSEE, j'ai la réponse toujours dans la demi-journée. Je ne suis pas sûr que dans tous les pays du monde, on ait la chance d'avoir ça. Donc profitons de la chance d'avoir des stats de qualité pour les exploiter au mieux, et donc formons tous les citoyens à ça. C'est une excellente conclusion, ma foi, et en plus on est pile poil dans les temps. Merci à tous et très bonne journée.